Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Tout de suite, les titres du journal. Une dizaine de véhicules endommagés dans un grave accident survenu ce vendredi sur l'échangeur de Godomé à la lisière de Cotonou. Un conducteur de bus de transport en commun aurait perdu le contrôle de son véhicule en provenance d'Abomey-Calavi. Bilan provisoire de ce télescopage, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Atelier de validation du mécanisme de gestion des plaintes du projet Wouri. Plusieurs acteurs impliqués dans le processus d'identification des personnes ont été sollicités ce jeudi pour amender le document élaboré par le consultant afin de le consolider pour plus d'efficacité. C'est une séance de travail qui s'inscrit dans le cadre du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Le magazine du jour nous amène au cœur des chantiers de construction des bâtiments pour découvrir ces jeunes hommes qui accompagnent le maçon dans son travail. Généralement appelés aides-maçons, ils sont sans qualification professionnelle dans le domaine, mais ils jouent un rôle important dans l'avancement des travaux du chantier. Lumière sur les aides-maçons, ce sera dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Il a perdu le contrôle et a occasionné la collision d'une dizaine de voitures. Un bus de transport en commun en provenance de Calavi pour Cotonou serait la cause du gigantesque carambolage observé ce vendredi sur l'échangeur de Godomé. Pour l'instant, aucune perte en vie humaine n'est signalée, mais on dénombre plusieurs cas de blessés et d'importants dégâts matériels. Voici le compte rendu de Oulia Tsanoussi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai même la maîtrise qu'il faut pour parler. Des victimes sous le choc. Un spectacle inhabituel au niveau de l'échangeur de Godomé ce vendredi matin. De nombreux dégâts matériels enregistrés, avec à la clé plus d'une dizaine de véhicules endommagés de part et d'autre. C'est là le bilan d'un accident causé par ce bus de transport en commun en provenance de Calavi dont le conducteur, selon des victimes, aurait perdu le contrôle. Nous devons d'abord rendre grâce à Dieu que nous n'ayons enregistré aucun mort. Je continue de prier. Il y a un Dieu vraiment. Sinon, on revenait tous de Calavi, on allait en direction de la ville de Cotonou. Et personne n'a su ce qui s'est passé. C'est le bus qui est là-bas. Là. On a commencé par entendre bro. Donc moi, j'étais devant un taxi que j'ai vu culbuté par le bus. Il m'a d'abord cogné, je suis allé cogner notre véhicule. Il est revenu encore cogner l'autre véhicule. Donc il y a eu, on ne sait pas, on ne peut pas expliquer quoi. Donc il a écrasé près de 17 véhicules sur son passage. J'étais avec Dardanejan, mon père. Donc c'est arrivé là-bas que lui, bon, comme son véhicule dans lequel il est, il a seulement reçu un petit choc arrière. Il a continué de passer, il a un rendez-vous à la banque, il est parti. Donc franchement, ce qui s'est passé là, on n'a même pas retrouvé le chauffeur du bus. Donc personne ne sait ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a perdu le système de freinage et il en est allé comme ça. Donc il y a un estropié qui n'a pas de pied. Un véhicule est allé cogner, il est allé tomber, il s'est encore fracassé ses deux pieds. Vraiment, rendons grâce tout simplement. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais des blessures au niveau de certaines victimes. Vraiment, je ne comprends pas, je suis désolé. Il y a le grand bus là qui a quitté derrière. J'ai entendu chou seulement. Je ne sais pas comment il m'a persécuté. La voiture a tourné jusqu'à... Je ne sais pas comment je me suis en sorti même. C'est Dieu qui a fait son travail. Quelques éclatures, mais il n'y a rien de grave. Il faut rester comme ça dans la vie. Quand tu es ouvert dans la vie, Dieu va toujours te sauver. C'est ce que j'ai mes impressions. J'allais pour des courses à Cotonou. Quand on a été projeté par ce bus, il a projeté au moins plus d'une douzaine de véhicules. Donc il est venu s'arrêter derrière nous. Heureusement, il était avec mon épouse. On en est sorti sain et sauf. Dieu soit loué. D'abord, il y avait un bouchon terrible. Depuis le dernier carrefour avant l'échangeur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en soit arrivé à ça? Sûrement qu'il a perdu les pédales, sûrement les freins. Donc c'est ce qu'on peut imaginer. La police et les sapeurs-pompiers, une fois informés, sont venus sur les lieux pour le constat d'usage et secourir les blessés. Cet accident vient une fois encore poser le problème de l'état des bus de transport en commun mis en circulation dans les villes du Bénin.
Voilà, une fois encore, prudence sur nos axes routiers. Parlons santé à présent avec l'actualité qui parle d'elle-même. Je vais nommer la Covid-19. Le Bénin est résolument engagé dans la croisade contre cette pandémie. Après les 12 préfets, ce sont les 77 maires des communes du Bénin qui sont mobilisés par le ministère de la Santé pour jouer leur partition dans ce vaste combat contre l'ennemi mortel. Cette mobilisation des maires intervient 48 heures seulement après le lancement officiel de la campagne nationale accélérée et intensive de vaccination. Hakim Hosseini pour plus de précisions. La pandémie est évidente, la lutte certaine, la croisade inspirante et les acteurs sans exclusive sont associés. Après le lancement officiel présidé par le ministre d'État Ablai Biotchane, la vaste campagne dite intensive contre la Covid-19 fait appel à une adhésion et un accompagnement des maires des 77 communes du Bénin. C'est tout le sens de l'atelier de mobilisation de ce 18 novembre 2021. Aujourd'hui, le vaccin est le moyen le plus sûr et le plus efficace mis à notre disposition pour nous protéger nos proches et empêcher la propagation du virus. C'est pourquoi nous saluons la présente initiative qui vise à mobiliser les maires des 77 communes de notre pays pour une couverture vaccinale assez importante au sein de nos populations. Les vaccins contre la Covid-19 utilisés au Bénin sont sûrs et efficaces. Les vaccins sont disponibles dans toutes les communes afin d'assurer l'équité de l'offre vaccinale à tous les Béninois en âge de se faire vacciner. Il nous revient donc d'accompagner cette campagne de vaccination car nous sommes garants de la santé de nos communautés. La cible n'est donc pas anodine. Les éléments de langage vont avec les assurances du ministre de la Santé. Ce n'est pas la vaccination qui tue. C'est la Covid-19, notre ennemi commun, qui tue. Et c'est pour ça que c'est maintenant, en temps de paix, pendant qu'il y a la décroissance du nombre de cas, que nous devons vacciner massivement. Le virus ne circule plus autant actuellement. Nous devons vacciner maintenant. Mais attention, nous n'avons plus de temps. Lors de l'Assemblée des ministres de la CEDEAO qui a eu lieu à Abuja les jeudi et vendredi, l'information nous a été rapportée que 2 pays qui n'avaient pas connu la 3e vague, en l'occurrence le Niger et le Burkina, sont en train de frémir actuellement. Donc il ne faudrait pas croire que c'est seulement l'épicentre des départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et peut-être du Borgou qui sont vraiment la cible. Nous devons faire très attention et veiller à sécuriser nos populations avant d'être de nouveau touchés. 3 communications ont été présentées, au fin d'outiller les maires et leur permettre de fléchir de façon pédagogique les attitudes de leurs différents administrés. Au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, je lance un appel à vous tous, les maires, vous les élus, aux leaders d'opinion, aux têtes couronnées, aux chefs traditionnels et religieux, les diverses associations, la société civile, les artistes, les footballeurs, les créateurs, les blogueurs, tous les influenceurs du pays pour faire de cette campagne un succès éclatant. C'est l'occasion d'insister sur votre rôle en tant que premier responsable des différentes communes élus par les populations qui attendent beaucoup et espèrent de vous pour leur santé et leur bien-être social. Au sortir de ces échanges à connotation informative, il est attendu que les premières autorités communales prennent une part très active dans l'atteinte prochaine d'un taux satisfaisant de couverture vaccinale. Parlons à présent identification des personnes avec l'atelier de validation du mécanisme de gestion des plaintes du projet Wouri. Plusieurs acteurs impliqués dans le processus d'identification des personnes étaient présents à cet atelier organisé à Cotonou ce jeudi. Il s'est agi de présenter le document élaboré par le consultant afin de recueillir les observations et apports des participants. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Teddy Goudalo. Lancé le 26 novembre 2021, le Bénin, à travers l'accord de projet signé par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, avait pris l'engagement auprès de la Banque mondiale d'élaborer un certain nombre de documents de mise en valeur du projet. Il s'agit entre autres du plan d'engagement social et environnemental et le mécanisme de gestion de plaintes, pour ne citer que ceux-là.
L'unité de gestion Yuri a donc engagé un consultant pour élaborer un projet de document réparti en 12 étapes, ici soumis à l'appréciation des participants. Le mécanisme conçu par le consultant et qui sera ce matin soumis à votre examen pour recueillir des contributions afin de le consolider est un mécanisme construit en 12 étapes. La première précise clairement les modes d'enregistrement des plaintes et griefs au niveau de l'unité de gestion du projet. La seconde étape est celle de la qualification des requêtes adressées et leur affectation en un troisième lieu. Quatrièmement, l'investigation, c'est-à-dire la recherche des solutions juridiques, procédurales, administratives et d'équité requises afin que la préoccupation de l'usager puisse être véritablement prise en compte. La cinquième étape débouche sur la mise en œuvre des solutions. Ces étapes terminées, les réponses sont communiquées aux plaignants et aux requérants avec une évaluation de la satisfaction de l'usager. L'archivage, l'analyse et l'impact des solutions mises en œuvre viennent compléter le processus qui sera bouclé par un rapport adressé à toutes les parties prenantes. Le document soumis à l'analyse des participants de cet atelier prévoit également des réajustements saisonniers pour adapter les dispositions prises aux réalités de terrain. L'hydrologie des grands fleuves d'Afrique était au cœur de la 4e conférence internationale des grands bassins africains. Une conférence qui a pris fin ce jeudi et qui a réuni au Palais des Congrès de Cotonou plusieurs personnalités de la communauté scientifique africaine et du monde. Nous allons ensemble revivre les temps forts de la cérémonie de clôture et les grands axes retenus par cette conférence internationale. Suivons. C'est une grande étape qui vient d'être franchie par la communauté scientifique à la 4e conférence internationale des grands bassins africains. Après 72 heures d'intenses réflexions et d'échanges sur l'hydrologie continentale, les participants s'en sortent avec plusieurs recommandations, lesquelles concernent le développement des pays africains, mais aussi et surtout la question du changement climatique. Au-delà de ces présentations que nous avons eues à écouter, plusieurs recommandations ont été faites pour le réseau FRIAND, afin que nos collègues qui soient à Montpellier ou partout ailleurs puissent les remonter dans la mise en œuvre des SDGs, nos collègues qui sont là, ou les objectifs de développement durable. Je n'ai pas tout pris, mais les phares concernent d'abord la mettre l'accent surtout sur l'éco-hydrologie. Il a été dit fortement, nous avons insisté dessus, par le biais du professeur Afoula, qu'il faut assurer la relève et la transition pour une meilleure valorisation des centres hydrologiques en Afrique à travers les réseaux FRIAND. Il a été posé également la question de la langue à encourager à travers le bilinguisme. Enfin, un accent particulier a été mis sur la dynamisation davantage et surtout sur les partenariats qui doivent pouvoir exister entre nous. Au cours de cette 4e conférence internationale des grands bassins africains, plus d'une centaine de communications sont présentées aux participants. Des thématiques aussi intéressantes dans le fond que la forme, discutées en présentiel et par visioconférence. Des sujets liés à l'atmosphère, le climat et même à l'étude du sol. À la suite des travaux en plénière, d'autres activités sont prévues, dont une formation de 72 heures sur la même thématique et une excursion. Le but de l'excursion, c'est ce que nous appelons vérité terrain. Nous avons fait la pratique tous ces 3 jours. Il est intéressant d'aller sur le terrain pour toucher de doigt les réalités dont nous avons parlé en salle. Nous allons aller dans la basse vallée de Lomé, d'ailleurs la deuxième la plus riche au monde après le Nil, pour voir un peu le système agraire développé dans la basse vallée de Lomé. À l'occasion, les participants ont rendu un bel hommage à l'un de leurs, appelé à bientôt faire valoir ses droits à la retraite. Alain Larac a reçu du comité d'organisation des présents, symbole de l'amour et du soutien de ses pairs scientifiques. Faut-il le rappeler, la rencontre de Cotonou de la conférence internationale des grands bassins africains est organisée par le réseau Friends Water Afrique de l'Ouest et Centrale de l'UNESCO et le laboratoire Pierre Panier Climat, Eau, Écosystème et Développement
de l'université d'Abomey-Calavi. 77 enseignants-chercheurs du CAMES décrochent le titre d'agrégé dans leurs domaines respectifs. C'est le résultat du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion organisé à Cotonou. Les travaux scientifiques ont pris fin par une note de satisfaction. C'était également l'occasion de distinguer plusieurs autres enseignants dans le rang de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Reportage. 77 enseignants-chercheurs des universités membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur sortent leur épingle du jeu à l'issue du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. 200 candidats annoncés au départ, 198 y ont effectivement pris part avec à la clé un taux de réussite de 38,89%. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance de sérénité propice à une évaluation objective et remarquablement convergente des mérites des candidats, même si le taux de réussite de la présente session, 38,89, est en recul par rapport à 2009, qui était de 41,54%. À cet effet, je tiens tout particulièrement à congratuler les lauréats de cette 20e édition. Vous constituez, chers lauréats, n'en point douter, une véritable vitrine de l'excellence au sein de l'espace CAMES. Les travaux scientifiques ont duré 2 semaines et les lauréats repartent avec le titre d'agrégé dans leurs domaines respectifs, tout en recevant les félicitations du CAMES et surtout du gouvernement béninois. C'est également le moment de reconnaître les mérites de 16 enseignants-chercheurs qui sont élevés au rang de chevaliers et officiers de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Chers collègues récipiendaires, nous pouvons être davantage fiers de ce parcours honorable. La décoration est un appel à plus de responsabilité et d'engagement. Nous en avons conscience et nous comptons porter ce flambeau pour le rayonnement du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur en Afrique au service du développement avec le concours des uns et des autres. Je veux aussi saluer le courage des candidats qui n'ont pas pu achever la course. Ils n'ont pas démérité, mesdames et messieurs. De toutes les façons, ils ne sont plus les mêmes. La préparation et la participation au concours les ont rendus certainement meilleurs. Chères lauréates et chers lauréats, vous avez su convaincre les jurys de vos capacités d'analyse et de votre connaissance en général. Le séduire par votre personnalité, votre indépendance d'esprit et votre profondeur de vue. Je ne peux que vous en féliciter. Mais il n'y a pas de mérite qui vienne sans responsabilité. Cette responsabilité, c'est tout d'abord celle de l'enseignant qui, pour reprendre les termes d'un auteur, ne doivent être ni inaudibles sous prétexte de science, ni inexacts sous prétexte de pédagogie. Devenir agrégé, c'est aussi, je le crois, épouser la carrière universitaire avec ses libertés, mais aussi ses suggestions. Stop et fin donc du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion qui semble combler les attentes. La 21e édition qui se tiendra au Niger s'annonce déjà plus intéressante. Dernier virage de la tournée statutaire du préfet de Lomé, c'est par la commune de Semekpodji que Marie Akpotrossou a bouclé son périple entamé 2 semaines plus tôt dans le département. Elle est allée s'enquérir du fonctionnement des communes et les difficultés qui ralentissent la machine du développement. Le point de sa descente dans la commune de Semekpodji avec Emma Rodon. Dernière étape de la tournée statutaire du préfet de Lomé, la commune de Semekpodji. Pour se rendre compte de l'état de santé de cette commune, l'autorité préfectorale a écouté le maire Jonas Gwenametor et le secrétaire général de la commune sur les points des activités menées. Ce jour permet également à l'autorité de prendre le pouls du fonctionnement du conseil communal. Au niveau des recettes, pour une prévision totale de 2,325,777,915, le recouvrement de la période
suscité, la période allant du début de l'année à ce jour, s'élève à 1 350 839 983, avec donc un taux de recouvrement pour la période de 58,09%. Si la commune de Semekpodji est un bon élève en matière de développement local, plusieurs difficultés plombent son bon fonctionnement. L'arrondissement d'Ekpé, qui est le plus gros arrondissement de la commune, plus de 100 000 habitants. Et nous vivons là-bas dans un imbroglio total. Pas de voies, la mobilité n'est pas du tout facile. Et les problèmes de lotissement, tantôt on bloque, tantôt on lève la suspension, tantôt on suspend. Il faut que vraiment on en finisse. C'est pour cela que je voudrais prier humblement, Madame le Préfet, de prendre ce problème de lotissement, d'abord de la commune de Semekpodji en général, et de l'arrondissement d'Ekpé. On avait parlé de toutes les filles à l'école. Aujourd'hui, on dit tous les enfants à l'école. Petit groupe que nous avons des écoles ici, dans la commune de Semekpodji, ils n'ont pas d'enseignants. On est supposé parler d'une école de qualité sans enseignants. On ne peut pas ériger à Bomekalavi en commune en statut particulier et laisser en rade la commune de Semekpodji. Nous vous faisons notre porte-parole auprès du chef de l'État pour faire un lobbying à cet effet. Parce qu'il est vrai, la loi est votée, on peut encore demander la seconde lecture pour des préoccupations majeures. L'autorité préfectorale dit avoir pris bonne note des doléances et invite autorités communales et populations à poursuivre l'œuvre de développement en cours à Semekpodji. Chère population de la commune de Semekpodji, la ville aux grandes transactions commerciales, aux potentialités économiques et aux dotations naturelles, c'est le lieu de vous dire que les défis à relever nous attendent encore pour le plein essor de la ville de Semekpodji, et je reste convaincu que la cohésion, la synergie d'action de tous ces filles et fils permettront de gagner le pari. Cette descente du préfet de Lomé, Maria Potrosu, à Semekpodji, vient clôturer 2 semaines de tournée au contact des populations et conseils communaux des 9 communes sous sa tutelle. Nous allons à présent parler des aides-maçons. Ce sont des ouvriers qu'on rencontre souvent sur des chantiers de construction. Bien que sans aucune qualification dans le domaine, ils sont importants pour faire avancer les travaux. Ils sont assignés à diverses tâches selon la qualité du chantier de construction. Un job temporaire qui parfois débouche sur un emploi. Voici le reportage de Alémoune. Ce matin, Claude est descendu sur son chantier pour constater l'évolution des travaux. Depuis quelques semaines, ce chef maçon est sur ce marché de construction d'un immeuble de type R+2. Sur ce chantier, on est à R+2 maintenant. Maintenant, on est au niveau chaînage. On est en train de préparer le niveau hauteur chaînage maintenant. Le frère va commencer par poser les fers. Là, c'est le niveau linteau, ça. Après le niveau linteau et à niveau dalle. Pour lancer ce chantier, Claude a recruté plusieurs artisans, parmi lesquels les ferrailleurs et les coffreurs. Il s'est également attaché les services d'autres ouvriers, communément appelés les aides-maçons. Ceux-ci n'ont souvent aucune qualification dans le domaine de la construction, mais ils sont d'une grande utilité pour l'accélération des travaux. Une seule personne ne peut pas construire un chantier. Tu dois besoin de manœuvres, ceux qui vont te servir, va te prendre de l'eau, du sable. C'est pourquoi on a besoin de manœuvres pour rechercher sur un chantier. Il est nos ambassadeurs et nos yikandi. Sans manquer moyen là, à te baïkaka et manquer. En baï tout l'eau, mais il est nos ambassadeurs et non. C'est que à papa nous sort mille sous maçon les bords. Actuellement, aucun aide-maçon ne travaille ici. Et comme l'explique le chef chantier, leur recrutement dépend du niveau des travaux et du besoin en main-d'œuvre. Pour commencer une fondation, on a besoin beaucoup de manœuvres. Mais maintenant, arrivé à certains niveaux,
on les loie un peu, ben, après on les interpelle. Souvent, ce sont des personnes qui sont au chômage ou qui ont des difficultés financières qui exercent ce job. C'est un métier temporaire qui permet de joindre les deux bouts. Depuis quelques années, Ézéchiel, étudiant en 3e année à la faculté des sciences humaines et sociales, fait de petits jobs pour subvenir à ses besoins. Il était au début sur le chantier de Claude. Je faisais ce boulot, parce que quand on finit les cours, souvent on reste à la maison, on ne fait rien. Il faut toujours déranger les parents, de l'argent. Ça fait qu'à un âge donné, on n'a plus envie de déranger les parents, quoi. Donc il faut qu'on se prenne en charge soi-même, quoi. C'est pourquoi on se débrouille avec ce boulot. C'est pas mal, on trouve un peu. Au moment où il y a un chantier, il y a d'autres qui passent pour demander s'il y a du boulot à faire, à nous aider. En ce temps-là, on les interpelle. Mais il y a d'autres qui sont nos connaissances, qui ne font rien à la maison. On est obligé de leur dire de venir travailler avec nous sur le chantier. Au Bénin, les aides-maçons travaillent souvent 8 heures de temps dans la journée. Mais cela varie également d'un chef maçon à un autre. C'est pareil pour la rémunération. Le montant standard tourne autour de 2000 francs par jour. Pour l'aide locale, nous avons 2000 par jour. Et ça dépend de Minanche. Et maintenant, il y a 2000 euros, mais les tiens sur 2500, 3000, 4000 même. Par exemple, ici maintenant, on travaille de lundi. Chez les autres, c'est 7h, mais ici, on travaille de 8h à 18h, 19h comme ça. Et la rémunération, c'est à 2000 francs par jour. D'autres peuvent payer 1500, d'autres 2500. Ça dépend du chef chantier et ça dépend de la zone aussi. Pour être un aide-maçon, il est nécessaire d'avoir un atout physique important. À la recherche du pain quotidien, parfois il y a des aides-maçons qui finissent par se convertir au métier de maçonnerie. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.